Ils m'ont appris à garder la tête froide, même quand tout part en vrille. Mais aucun manuel ne vous prépare à la cruauté de la femme qui vous a donné la vie. La trahison la plus vicieuse n'a pas eu lieu dans la boue, à l'étranger. Elle empestait le parfum Chanel hors de prix, dans une banlieue étouffante de Virginie. Ma mère a jeté la robe en soie à col montant sur le matelas. Ses yeux ont effleuré la cicatrice irrégulière sur ma mâchoire, comme si c'était une tache. Elle a sifflé entre ses dents. Couvre cette chose hideuse. Tu ne vas pas ramener ta carcasse de porteuse de sac mortuaire ici, juste pour humilier cette famille au mariage de ta sœur. J'étais autrefois assez naïf pour penser que la prime de risque, que j'avais amassée et renvoyée à la maison pendant 15 ans, pourrait acheter une once de loyauté familiale. Mais, alors que mes doigts effleuraient le trident tatoué sous ma manche, et que je regardais mon propre père détourner lâchement le regard dans le couloir, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Les ennemis les plus froids ne portent pas d'uniforme. Ils portent des vêtements de marque. Ils sourient poliment. Ils vous forcent à vous dépouiller de votre propre dignité, simplement pour protéger leur vanité creuse. Je m'appelle Leilani Barry, commandant dans la marine des États-Unis. Dites-moi d'où vous m'écoutez dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car la façon dont je lui arrache son masque, au beau milieu de cette salle de bal ce soir, ne leur laissera aucune échappatoire. Le verre de whisky en cristal s'est brisé contre le marbre importé. Le craquement sec a déchiré le doux jazz, qui flottait depuis la scène. Le silence a englouti la salle de bal. Des centaines de visages se sont tournés brusquement vers notre coin. Le cliquetis des fourchettes en argent, contre la porcelaine fine, s'est arrêté net. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas scié. Ma chaussure en cuir a glissé en arrière d'exactement un demi-pas, déplaçant mon poids. Mes yeux ont automatiquement catalogué la pièce. 2 sorties près de la cuisine. Une grande double porte à l'arrière. Aucune menace immédiate. Juste une salle remplie de gens, portant des vêtements qui coûtent plus cher qu'une année de ma vie. Andrew Gordon, le milliardaire, entrepreneur de la défense et père du marié, se tenait complètement figé, le visage vidé de ses couleurs. Il ignorait le liquide ambré, qui s'accumulait près de ses chaussures en cuir hors de prix. Ses yeux étaient rivés sur mon poignet, sur l'encre sombre qui dépassait sous la manchette de mon costume gris. Je tenais mon verre d'eau fermement. La condensation coulait le long du verre lisse, imprégnant mes doigts. Des doigts rugueux, profondément calleux. Un claquement sec de talons aiguilles a percé le lourd silence. Maria s'est précipitée en avant. Elle s'est interposée directement entre moi et Gordon. Son épaule a percuté ma poitrine violemment, me forçant à reculer d'un pas. Le col rigide, et fortement empesé de sa veste de créateur, a éraflé à vif la cicatrice épaisse et irrégulière qui courait sous mon menton. Je n'ai pas frotté la cicatrice. J'ai simplement pressé mon pouce au centre de ma paume. J'ai tracé les lourdes crêtes de peau morte, des callosités gagnées en empoignant les poignets en acier des brancards, en les traînant sur le sable brûlant et gorgé de sang. C'étaient ces mains-là qui avaient gagné la prime de risque. Le même argent que j'avais envoyé à la maison, chaque mois pendant 15 ans, pour couvrir les frais de scolarité d'Émilie. L'argent qui avait payé les immenses centres de table floraux, trônant sur chaque table de cette foutue salle. Et maintenant, Maria me balayait dans son dos, comme une pile de linge sale. Elle adorait les chèques que j'envoyais. Elle ne supportait tout simplement pas la vue des mains qui les signaient. Maria a tendu le bras, et a agrippé l'avant-bras de Gordon. Un sourire mielleux et étouffant s'est étiré sur son visage tendu. « Monsieur Gordon » a-t-elle roucoulé. Sa voix dégoulinait d'une fausse chaleur agressive. « Je vous prie de l'excuser. Elle ne fait que de la paperasse. Une employée de bureau, là-bas en Virginie. Elle est un peu maladroite, c'est tout. Laissez-moi juste l'emmener dehors pour la nettoyer. » Pendant qu'elle souriait au milliardaire, sa main gauche a serpenté dans son dos. Ses ongles en acrylique parfaitement manucurés se sont enfoncés vicieusement dans mon biceps. Elle a pincé la peau à travers ma chemise, en la tordant. Une menace silencieuse et violente. « Tais-toi. Cache-toi. » C'était exactement la même douleur fulgurante que je ressentais, enfant, chaque fois que des invités importants venaient à la maison. Le rappel physique que j'étais une tache, sur sa parfaite image de banlieue. Elle a serré plus fort, sa respiration devenant courte et rapide. Elle a essayé de me tirer vers les portes battantes de la cuisine, dans l'ombre. Gordon n'a pas bougé. Il a arraché son bras de l'emprise de Maria d'un coup sec. Il l'a contournée,
ignorant complètement ma mère, comme si elle était un fantôme. Son regard lourd est passé du poignet de ma chemise, jusqu'à ma mâchoire balafrée, pour finalement se verrouiller sur mes yeux. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas retiré mon bras. Je ne me suis pas caché. Le tissu gris de ma manche s'est déplacé juste assez, pour exposer la forme complète et indéniable du tatouage en trident, sur mon avant-bras. La poitrine de Gordon s'est soulevée. Il a laissé échapper un souffle lourd et saccadé, qui ressemblait à celui d'un homme en train de se noyer. Ses mains ont commencé à trembler. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a enfin parlé. Un murmure rauque et brut, qui a résonné à travers le silence de mort et étouffant de la salle de bal. La veuve de la mort. La morsure vive et âcre du whisky renversé s'est élevée du sol en marbre froid. L'odeur a frappé le fond de ma gorge. Acide, amère, cendreuse. Ce n'était pas seulement l'odeur de l'alcool. C'était le parfum d'une erreur bon marché, qui brûle. Cette odeur précise m'a attrapé par le col, et a traîné mon esprit violemment en arrière, tout droit vers une pièce métallique étouffante. Il y a 3 jours, l'odeur acide du whisky s'est estompée, remplacée instantanément par un fantôme. La lourde puanteur poudreuse du Chanel numéro 5. Cela m'a ramené en arrière. Il y a 3 jours, à Norfolk, en Virginie. Mon appartement était d'un calme plat. L'air sentait le café rassis et l'eau de javel. Aucune photo sur les murs. Aucun tapis moelleux sur le sol en béton. Juste une froide table à manger en métal, et un sac marin vert posé près de la porte d'entrée. Mon téléphone a vibré contre la table en acier. Un bruit de grincement rude, qui a fait trembler la tasse de café bon marché juste à côté. J'ai fixé l'écran. Le nom clignotait en lettres blanches éclatantes. Maria. Je savais ce qu'elle voulait. Je connaissais cette odeur. Elle ramenait le sentiment exact d'être une enfant de 12 ans, poussée de force en haut des escaliers moquettés. Reste dans ta chambre ce soir, Lélanie. Monsieur Gordon est là pour le dîner. Émilie va jouer du piano dans sa nouvelle robe en velours. Émilie avait droit à la lumière des projecteurs. Moi, j'avais droit à la porte fermée. J'étais trop brute, trop silencieuse, inadaptée au portrait parfait de la famille de banlieue. J'étais une tâche qu'il devait décolorer, avant l'arrivée des invités. J'ai laissé le téléphone trembler contre le métal, pendant exactement 4 sonneries. J'ai appuyé sur accepter. J'ai vu le reçu du vol, a dit Maria. Sa voix était douce, comme du velours enroulé serré autour de barbelés. Pas de « comment vas-tu » Pas de « es-tu en sécurité » J'étais parti pendant 8 mois, faisant des gardes de 20 heures, ne sentant rien d'autre que la sueur, le diesel, et l'odeur cuivrée du sang. Mais pour elle, je n'étais qu'un distributeur automatique sur pattes, qui avait enfin atterri dans son fuseau horaire. J'ai envoyé un colis à ton appartement, a-t-elle continué. Sa respiration était rapide et superficielle. Le même rythme anxieux qu'elle adoptait, lorsqu'elle perdait le contrôle. C'est une robe en soie, à manches longues, avec un col montant. Elle couvrira tout. Les vilaines marques sur ton visage, l'encre sur tes bras. J'ai pressé mon pouce fermement contre le bord tranchant de la table en métal, jusqu'à ce que la peau devienne blanche. Je n'ai rien dit. Je ne veux pas que les Gordon pensent que cette famille a engendré un monstre, a-t-elle sifflé, abandonnant complètement sa comédie doucereuse. Tu pousses des papiers pendant 48 heures. Tu souris. Tu restes au fond. Ne gâche pas le week-end de ta sœur. La ligne a été coupée. Une tonalité creuse a bourdonné dans mon oreille. J'ai posé le téléphone. Une boîte en carton carré reposait sur le comptoir de la cuisine. J'ai attrapé une lourde paire de ciseaux en acier dans le tiroir. J'ai enfoncé la lame épaisse directement dans le ruban adhésif, et j'ai déchiré la boîte d'un mouvement violent. Un tas de tissu fin, d'un pastel pathétique, se trouvait à l'intérieur. Cela ressemblait à un drapeau de reddition. Je l'ai sorti. La matière était froide, fragile, et lâche. C'était un vêtement conçu pour m'effacer, pour cacher les choses mêmes qui m'avaient maintenu en vie. Ainsi, Maria pourrait siroter son champagne, et faire semblant que sa famille était parfaite. J'ai mis en boule la soie coûteuse dans mes poings. Je l'ai serrée jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Ensuite, j'ai marché vers le coin de la cuisine, et j'ai jeté la robe directement dans la poubelle. Elle a atterri sur du marc de café humide, avec un bruit sourd et pathétique.
Votre propre famille a-t-elle déjà essayé de vous cacher, juste pour protéger sa fausse image publique? Laissez un « oui » dans les commentaires tout de suite, si vous savez exactement ce que ça fait. Cliquez sur ce bouton « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne laissons pas les personnes toxiques dicter notre valeur. J'ai tourné le dos à la poubelle, et j'ai marché vers la chambre nue. J'ai ouvert la porte du placard. J'ai ignoré la rangée de cintres vides, et j'ai attrapé l'épaisse housse à vêtements en plastique, suspendue au fond. À l'intérieur, se trouvait un costume gris anthracite, aux épaules structurées, fait d'un tissu épais. Conçu pour quelqu'un qui se tenait droit. Conçu pour quelqu'un qui ne tressaillait pas, quand le monde se mettait à hurler. J'ai posé le costume à plat, à l'intérieur de ma valise en cuir. J'ai lissé les revers. Le tissu épais et rugueux semblait authentique, sous mes mains calleuses. J'ai attrapé les lourds loquets métalliques de la valise, et je les ai refermés d'un coup sec. Le claquement brutal a résonné bruyamment, dans l'appartement vide. Si je ne défendais pas mes propres cicatrices, personne dans cette maison ne le ferait jamais. Vendredi soir, un restaurant haut de gamme situé juste au bord de la rivière James. J'ai poussé les lourdes portes en verre. Le costume gris anthracite était ajusté sur mes épaules. Ma chemise noire était boutonnée jusqu'à ma clavicule, cachant les bords irréguliers de la cicatrice sur mon cou. Mes yeux ont instantanément balayé la pièce. J'ai compté les tables. J'ai repéré les sorties. Une vieille habitude, ancrée dans mon cerveau. La pièce sentait les viandes rôties coûteuses, et les bougies artificielles à la vanille. C'était bien loin des rations sèches, crayeuses et sous vide, que je mâchais dans une tranchée de terre. J'avais passé des années à avaler de la nourriture froide dans l'obscurité, calculant chaque euro que je pouvais renvoyer en Virginie. J'avais payé pour les chaises mêmes, sur lesquelles ces gens étaient assis. Maria m'a repéré depuis le bar. Le sourire éclatant et répété, sur son visage, s'est complètement évanoui. Elle a traversé la pièce rapidement. Ses talons ont claqué sèchement contre le parquet. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a agrippé mon avant-bras, ses ongles en acrylique pinçant fort à travers la laine épaisse de ma manche. Je t'avais dit de porter la robe, a-t-elle craché à voix basse. Sa mâchoire était crispée. Elle sentait un mélange de parfums floral hors de prix, et de sueur aigre et nerveuse. Elle a tiré d'un coup sec sur mon bras, m'éloignant du centre lumineux de la pièce. Elle m'a traîné vers l'ombre, au fond. Assieds-toi à la table 12. Ne traîne pas dans les parages. J'ai dégagé mon bras. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement regardé. Je me suis tourné, et j'ai marché vers la petite table ronde, reléguée dans le coin le plus sombre de la pièce. La table 12 était à quelques centimètres des portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passait en coup de vent, une bouffée d'air chaud et gras frappait ma nuque. L'odeur d'huile de friture brûlée masquait complètement les bougies à la vanille. J'ai baissé les yeux vers le couvert. Il n'y avait ni serviette pliée, ni couvert en argent, ni carton d'invitation à mon nom. J'ai tiré la chaise vide, et je me suis assise. À l'autre bout de l'immense salle à manger, la table d'honneur brillait sous un lustre en cristal. La famille parfaite. Émilie riait, portant une robe en soie blanche. À côté d'elle, mon père s'est levé. David tenait une grande coupe de champagne. Il se préparait à porter un toast. Il a tapé sa fourchette contre le verre. Le tintement a réduit la salle au silence. Il a levé les yeux, balayant la foule, et son regard s'est verrouillé directement sur le mien. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai attendu, juste un signe de tête, juste un geste de la main, pour appeler sa fille aînée à la table familiale. La main de David a tremblé. Il a cligné des yeux rapidement, rompant le contact visuel. Il s'est raclé la gorge bruyamment, et a baissé les yeux vers son assiette. Il a choisi la solution de facilité. Il a choisi la lâcheté. Les portes de la cuisine se sont ouvertes violemment. Un serveur pressé a claqué un lourd plateau en plastique, durement contre mon épaule gauche. Faites attention, a marmonné le serveur, sans même regarder en arrière. Je n'ai pas frotté mon épaule. Je ne me suis pas avachi. J'ai ajusté ma posture, plantant mes bottes bien à plat sur le parquet collant. J'ai redressé les épaules, et j'ai posé mes mains rugueuses à plat sur mes cuisses. Les invités passaient devant ma table, en se dirigeant vers les toilettes. Ils me lançaient des regards en biais, jugeant le costume sombre, jugeant la cicatrice abrupte sur ma mâchoire.
Laissez-les dévisager. J'avais survécu à des tempêtes de poussière étouffante, qui m'arrachaient la peau des jointures. J'avais dormi sur des sols en béton froid, pendant que des sirènes hurlaient au-dessus de ma tête. Être assise seule, dans le coin sombre d'un restaurant chic, n'allait pas me briser. C'était juste une ultime et silencieuse confirmation. J'ai attrapé le pichet en plastique bon marché, posé au centre de la table nue. Je me suis versé un verre d'eau du robinet. La condensation a coulé sur le pantalon de mon costume. J'ai levé le verre, et je l'ai bu d'un trait. J'ai regardé la foule rieuse à la table d'honneur. Il ne me restait absolument plus rien dans cette famille. J'étais en faillite de lien de sang. Et, pour la première fois en 15 ans, cette pensée ne m'a pas fait mal. Le souvenir de cet appartement miteux s'est éteint, me rejetant violemment sous les lumières aveuglantes de la salle de bal. De retour à l'odeur du whisky renversé. De retour aux ongles en acrylique de Maria, s'enfonçant vicieusement dans mon bras. Andrew Gordon ne se souciait pas du verre brisé à ses pieds. Il ne se souciait pas du sourire doux et désespéré de ma mère. Il a complètement arraché son bras de l'emprise de Maria. Le mouvement brusque l'a fait trébucher en avant, sur ses talons hauts. Elle a laissé échapper un petit halètement pathétique. Gordon l'a ignoré. Il est entré directement dans mon espace personnel, un espace que personne dans cette pièce n'avait osé franchir. Ses yeux se sont verrouillés sur l'encre noire de mon bras, puis sont remontés pour croiser mon visage. Ses mains, couvertes de bagues onéreuses et d'une lourde montre en or, tremblaient véritablement. « Commandant Barry », a dit Gordon. Sa voix était épaisse, lourde. Ce n'était pas une salutation désinvolte. C'était une reconnaissance absolue du grade. Le titre a flotté dans l'air lourd. La mâchoire de Maria est légèrement tombée. La fausse chaleur s'est complètement effacée de son visage, laissant derrière elle un masque pâle et terrifié. Gordon a dégluti difficilement. J'ai lu les documents déclassifiés. Mon entreprise a fourni les hélicoptères de transport lourd. C'est vous qui avez sorti ces hommes de la vallée en flammes. Pour la première fois en 48 heures, les muscles tendus de ma mâchoire se sont relâchés d'une fraction. Depuis que j'avais posé le pied en Virginie, mon propre sang m'avait traité comme une maladie. Il m'avait relégué dans des coins. Il m'avait dit de cacher mes cicatrices. Il m'avait forcé à ravaler ma propre dignité, juste pour sauver les apparences. Et maintenant, un milliardaire inconnu se tenait au milieu d'une salle de bal bondée, regardant mes mains calleuses comme si elles étaient en or massif. Il regardait mes cicatrices, et voyait exactement ce qu'elles étaient, le prix à payer pour sauver des vies. Je n'ai pas souri. J'ai adressé à Gordon un seul hochement de tête raide. Une confirmation silencieuse, de la part de quelqu'un qui avait vu trop de boue et de feu pour s'en vanter. Gordon a tourné la tête lentement. Il a baissé les yeux vers Maria. Son regard n'était plus poli. Il était rempli d'un dégoût absolu et sans filtre. Vous aviez dit qu'elle poussait des papiers. La voix de Gordon a claqué comme un fouet. Vous aviez dit qu'elle était employée de bureau. Maria a reculé. Elle a essayé d'attraper son sac à main, ses doigts tâtonnant maladroitement sur les fermoirs. Je voulais juste dire qu'elle n'aime pas parler de son travail. Elle est très timide. Votre fille a marché droit dans les flammes. Gordon l'a interrompu, sa voix s'élevant, résonnant contre le haut plafond. Elle a transporté les blessés et les morts à main nue, quand personne d'autre ne voulait le faire. C'est elle, la veuve de la mort. Un halètement collectif et aigu a parcouru la foule de soieries et de smoking. Les invités, ces gens qui avaient passé la dernière heure à lancer des regards en billets à mon costume gris et à mon menton balafré, ont physiquement fait un pas en arrière. Les murmures ont commencé immédiatement. La pitié dans leurs yeux a disparu, remplacée instantanément par le choc, puis par une peur et un respect brut. Maria restait complètement paralysée. La bulle parfaite et immaculée, qu'elle avait passé 15 ans à gonfler, venait d'être violemment éclatée par l'homme le plus riche de la pièce. Son mensonge, soigneusement élaboré, gisait mort sur le sol. J'ai regardé ma mère. J'ai attendu que la honte s'installe. J'ai attendu une once de regret. Peut-être une larme. Peut-être des excuses, pour avoir essayé d'effacer la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Mais j'oubliais à qui j'avais affaire. Un animal acculé ne s'excuse pas. Il mord. Le visage pâle de Maria s'est empourpré d'un rouge sombre et vilain. La peau autour de ses yeux s'est tendue. Sa poitrine se soulevait.
Son parfum onéreux se mélangeait lourdement à la sueur d'une humiliation pure, et sans filtre. Elle n'a pas regardé Gordon. Elle a tourné la tête lentement, et a plongé ses yeux dans les miens. Il n'y avait aucun amour dans ce regard. Il n'y avait qu'une haine toxique et absolue. Elle a ouvert la bouche. Ses dents se sont dévoilées, aspirant une bouffée d'air vif. Elle se préparait à cracher la chose la plus ignoble, et la plus venimeuse, qui puisse lui venir à l'esprit. La salle de bal entière retenait son souffle. Des centaines d'yeux allaient et venaient, entre Andrew Gordon et ma mère. Le visage de Maria s'est durci. Elle a physiquement fait un pas en arrière. Son talon hors de prix a grincé sèchement contre le marbre. C'était une réaction brute, sans filtre. Elle s'éloignait de moi, me regardant non pas comme une fille, mais comme si j'étais porteuse d'une maladie infectieuse. Elle s'est tournée vers Gordon. Elle s'est forcée à afficher un sourire raide et contre nature, ses yeux cherchant nerveusement autour d'elle dans la foule silencieuse. « Monsieur Gordon, vous devez faire erreur », a balbutié Maria. Sa voix était trop aiguë, désespérée de sauver sa fausse image. Elle ne fait pas des choses comme ça. Il a secoué la tête. Il l'a regardée de haut, avec un dégoût absolu. Il n'a pas dit un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. Le silence était plus assourdissant qu'un cri. Ce rejet a brisé quelque chose à l'intérieur de Maria. Sa bulle parfaite a éclaté, et la pourriture toxique qu'elle cachait s'est déversée. Elle a fait volte-face pour me faire face, son lourd parfum Chanel se mélangeant violemment à l'odeur aigre et âcre de la sueur nerveuse, qui coulait dans son cou. « Tu nettoies des cadavres » a-t-elle sifflé. La question a crissé entre ses dents. C'était assez bas pour empêcher les gens du fond d'entendre, mais assez tranchant pour poignarder directement mes tympans. Il n'y avait aucun choc dans ses yeux, aucune pitié, seulement une répulsion pure et sans mélange. Tu touches des cadavres ensanglantés à main nue. La voix de Maria tremblait véritablement de dégoût, ses mains manucurées serrées en poings crispés le long de son corps. Pourquoi t'impliques-tu dans quelque chose d'aussi répugnant? Personne dans notre cercle ne fait ce genre de travail dégoûtant. J'ai passé toute ma vie à bâtir la réputation de cette famille. Et toi, tu es là-bas, à agir comme un charognard. Ma poitrine s'est serrée. Pas de douleur. La douleur avait disparu. Cette sensation d'oppression dans mes côtes, c'était un arrêt mécanique et froid. Silence radio. La moindre once d'empathie, qu'il me restait pour la femme qui se tenait devant moi, a complètement cessé d'exister. J'avais refermé de lourds sacs noirs sur des gamins, qui étaient à peine en âge d'acheter une bière. J'avais lavé du sang à l'odeur de cuivre de mes propres bras, pour pouvoir manger des rations froides dans une tranchée boueuse. Je l'avais fait pour qu'elle puisse acheter de nouveaux canapés en velours, et organiser des garden parties. Et elle appelait ça répugnant. Elle qualifiait le sang de ces gamins de dégoûtant, juste parce qu'il ne correspondait pas à sa palette de couleurs pastel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé son visage se tordre dans une panique absolue. Je l'ai analysé, exactement de la même manière que j'analysais une cible hostile. J'ai observé le maquillage lourd, se déposant dans les rides profondes et amères autour de sa bouche. Elle était pathétique, elle était petite, et elle était terrifiée à l'idée que ces riches inconnus la jugent. Si vous avez déjà eu un parent qui se souciait plus de l'opinion des voisins, que de votre propre douleur, laissez un dans les commentaires dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Nous savons exactement à quel point cet orgueil toxique peut rendre aveugle. Maria a aspiré une bouffée d'air vive et saccadée. Ses lèvres se sont retroussées, exposant ses dents. Elle prenait son élan pour lancer une autre insulte venimeuse. Elle voulait m'effacer verbalement, juste là, sur le sol en marbre. Elle a ouvert la bouche. Commandant Barry. La voix ne venait pas de Gordon. Elle venait du fond de la salle. C'était un rugissement lourd et retentissant. Une voix faite de fer pur, qui a instantanément écrasé le silence étouffant de la salle de bal. Maria a refermé la bouche d'un coup sec. Le sang s'est complètement retiré de son visage. La voix tonitruante a résonné à travers le haut plafond, comme une cloche d'église fêlée. Les chuchotements étouffants de la salle de bal se sont tus instantanément. La foule de soieries onéreuses, et de smoking sur mesure, s'est écartée automatiquement. Ils se sont séparés comme de l'eau sale, repoussés par un navire lourd. Un homme plus âgé a traversé la brèche. Robert Reed. Il portait un costume sombre et sobre, mais le poids même de sa présence a écrasé chaque once de fausse richesse dans cette pièce.
Personne ne respirait. Personne n'osait se mettre en travers de son chemin. Ses lourdes chaussures en cuir frappaient le sol en marbre. Clac, 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 avec un rythme régulier, imparable. Il s'est arrêté à exactement un demi-mètre devant moi. Il n'a pas souri. Il n'a pas tendu la main pour une poignée douce et polie. Il se tenait parfaitement droit, le menton levé, les épaules rejetées en arrière. Lentement, il a levé sa main droite, le bord de sa paume touchant son front, dans un mouvement tranchant et parfait. Le signe ultime de respect. Un professionnel en saluant un autre. Ma colonne vertébrale s'est bloquée. La mémoire musculaire a pris le relais. J'ai fait claquer mes talons l'un contre l'autre. Le bruit sourd et lourd de mes bottes a résonné sur le sol. J'ai levé la main, et j'ai rendu le salut. Net, silencieux. Dans une pièce remplie de gens qui me jugeaient sur l'étiquette de mes vêtements, un vieil homme avec du fer dans les veines venait de me rendre ma dignité. Il n'a eu besoin de rien expliquer. Le silence a fait tout le travail difficile. Reed a baissé la main. Il a lentement tourné la tête, pour regarder ma mère. Ses yeux étaient morts, froids comme le sol en béton d'une chambre froide. Maria a dégluti péniblement. Je pouvais littéralement entendre le claquement sec dans sa gorge. Ses ongles en acrylique s'enfonçaient nerveusement dans son sac à main hors de prix. « Madame » a dit Reed. Sa voix était un grondement bas et guttural, qui vibrait dans la poitrine. « Cette saleté que vous venez de rejeter, cette boue que vous trouvez si complètement répugnante. » Il a fait un demi-pas vers elle. Maria a tressailli, se recroquevillant sur elle-même. « C'est le sang de jeunes hommes américains » a grondé Reed, ses yeux la clouant sur place. Grâce à la femme que vous êtes en train d'insulter ici, des dizaines de familles ont, au moins, des ossements à enterrer. Elles ont un cercueil sur lequel pleurer, au lieu d'une parcelle vide de terre brûlée et de cendres. Le visage de Maria est devenu blanc comme un linge. Sa bouche s'est ouverte, mais seul un souffle rauque et pathétique en est sorti. Ses mains tremblaient violemment, les lourds bracelets en or s'entrechoquant. Elle a regardé désespérément autour d'elle, dans la foule. Elle cherchait une bouée de sauvetage. Elle cherchait à ce que ses riches voisins la défendent. Ils fixaient tous le sol. Certains d'entre eux lui ont physiquement tourné le dos. Son pouvoir avait complètement disparu. Sa parfaite illusion manucurée gisait morte, sur le marbre. Reed lui a tourné le dos, la rejetant comme un déchet sur le trottoir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne laissez jamais des gens, qui n'ont jamais senti le fer brûlant, vous dire ce que vaut votre vie, a-t-il dit doucement. Je lui ai adressé un seul hochement de tête. Maria n'a pas pu le supporter. L'humiliation brute l'étouffait. Un narcissique toxique ne peut pas survivre, dans une pièce où personne ne l'applaudit. Elle a fait volte-face, ses talons au glissant follement sur le sol glissant, et s'est précipitée vers les lourdes portes latérales en verre. Elle les a poussées, fuyant dans le patio sombre et froid, en direction du lac. J'ai regardé les portes en verre se refermer derrière elle. J'ai tourné la tête, et j'ai regardé mon père. David se tenait figé près de la table des desserts, serrant une serviette blanche dans ses mains moites. Il ressemblait à un rat pris au piège. Je lui ai lancé un regard mort et vide. Il a dégluti, et a baissé les yeux vers ses chaussures. J'ai ajusté les poignets de mon lourd costume gris. J'ai tourné le dos à la salle de bal lumineuse, à Andrew Gordon, à mon lâche de père. J'ai marché lentement vers les portes sombres en verre. Il était temps d'en finir. Les lourdes portes en verre ont claqué derrière moi. L'odeur étouffante de Chanel et de Vanité Rance a été instantanément coupée, remplacée par la morsure vive et amère du vent d'automne de Virginie. Le patio surplombant le lac du terrain de golf était complètement vide. J'ai marché jusqu'au bord de la rambarde en briques. J'ai agrippé la pierre rugueuse. J'ai pris une grande et lente inspiration, laissant l'air glacial remplir mes poumons. C'était calme dehors, le genre de calme qu'on n'obtient qu'une fois que les sirènes ont cessé de hurler. Une ombre a bougé près du pilier en briques, sur ma droite. Je n'ai pas tressailli. J'ai simplement déplacé mon poids, en tournant la tête. Un vieil homme est sorti de l'obscurité. Il portait un costume gris, simple et délavé. Joshua Reed. Il était l'un des invités assis près du fond, un vieil homme avec un tatouage d'aigle effacé, pointant sous la manchette de sa chemise. Il marchait avec une lourde boiterie inégale. Il s'est arrêté juste à côté de moi, appuyant ses avant-bras contre la rambarde en briques froides. Il ne m'a pas regardé.
Ils regardaient l'eau noire du lac. Pendant une longue minute, aucun de nous n'a dit un mot. Puis, Joshua a tendu le bras. Sa main était ancienne. Les jointures étaient gonflées par l'arthrite, la peau rugueuse comme du cuir séché. Il a posé cette main lourde sur mon épaule. Une seule tape solide. Ce n'était pas un geste doux. C'était un geste d'ancrage. Mon petit-fils était dans le bac à sable, a dit Joshua. Sa voix était brute, comme du gravier traînant sur une plaque d'acier. Il est revenu, mais le bruit dans sa tête ne s'est jamais arrêté. Il s'est ôté la vie 3 ans après son retour. J'ai fixé droit devant moi, vers l'eau sombre. Ma mâchoire s'est serrée. Je n'ai pas offert d'excuses creuses. Les hommes comme Joshua ne voulaient pas de pitié. La prise de Joshua sur mon épaule s'est resserrée. Ses doigts épais ont pressé à travers le tissu de ma veste de costume. Mais il a pu rentrer à la maison d'abord, a murmuré le vieil homme. Il a pu s'asseoir à la table de la cuisine, une dernière fois. Il a pu regarder sa mère dans les yeux, et lui dire au revoir. Et il n'a pu faire ça, que parce que vous l'avez sorti de cette poussière brûlante. Le vent balayait le patio, mordant ma nuque. J'ai hoché la tête une fois, un mouvement court et sec. Je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'était pour les gens qui avaient le luxe de s'effondrer. Ce que les mots de Joshua ont fait, était complètement différent. Ils ne m'ont pas rendu faible. Ils ont pompé un flux de glace absolue et glaçante, directement dans mes veines. Je portais le poids physique d'hommes brisés. Je portais le poids mental de ceux qui revenaient vides. Je vivais avec les fantômes de garçons qui ne verraient jamais leurs 30 ans. Et la femme qui m'avait donné la vie venait de se tenir dans une pièce pleine de milliardaires, pour qualifier ce sacrifice de répugnant. Elle l'avait qualifié de tâche, sur sa réputation de banlieusarde. Joshua a retiré sa main. Il m'a adressé un lent hochement de tête, s'est tourné, et est retourné tranquillement vers le bâtiment en boitant. Je suis resté seul dans le noir. Mes mains ont lâché la rambarde en briques. J'ai lissé les revers de mon costume gris. Chaque muscle de mon dos s'est redressé. Clac, clac, clac. Le son frénétique et agressif des talons aiguilles, martelant les briques du patio, a déchiré la nuit calme. Je me suis retourné lentement. Maria a fait irruption par les portes en verre. Le vent l'a frappée instantanément, soufflant ses cheveux parfaitement coiffés sur son visage. Elle avait l'air déséquilibrée. L'épaisse couche de fond de teint onéreux commençait à fondre, striée de sueur colérique et humiliante. Sa poitrine se soulevait. Derrière elle, David a détalé comme un chien errant effrayé, ses mains planant nerveusement en l'air, essayant de la calmer. Elle chargeait droit sur moi, les yeux fous, les dents dévoilées dans l'obscurité. Je n'ai pas reculé. J'ai planté mes bottes à plat sur les briques. Je l'ai laissé venir. Maria a chargé à travers le patio en briques. La lourde lumière teintée d'or, débordant des fenêtres de la salle de bal, coupait son visage, soulignant la folie absolue dans ses yeux. « Pourquoi dois-tu toujours détruire cette famille » a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sur le vent froid. « Pourquoi dois-tu m'humilier devant mes amis ? Tu veux juste gâcher le mariage de ta sœur, n'est-ce pas ?» Elle a levé les bras au ciel, son sac à main hors de prix frappant sa hanche. Elle faisait ce qu'elle faisait toujours, manipuler, jouer la victime, tordre la réalité jusqu'à ce que ce soit elle qui saigne, des blessures qu'elle avait elle-même infligées. Derrière elle, David s'est avancé en traînant les pieds, ses mains tremblant nerveusement sur les côtés, une ombre pathétique essayant de maintenir la paix. Je n'ai pas reculé. Je suis resté parfaitement immobile, laissant sa rage s'abattre sur moi comme une pluie bon marché. Détruire la famille, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Silencieuse. Elle portait le calme mécanique et glaçant d'une personne, qui avait passé des années à prendre des décisions de vie ou de mort dans le noir. J'ai fait un pas en avant, juste un pas lourd et délibéré. Le changement physique a forcé Maria à se figer. Je n'ai rien détruit, Maria. J'ai juste arraché les rideaux pourris, derrière lesquels tu as passé 15 ans à te cacher. Sa bouche s'est ouverte pour se disputer, mais je l'ai coupée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Tu te sens humilié, parce que je nettoie des cadavres. J'ai fait un autre pas, la dominant de toute ma hauteur, la forçant à basculer la tête en arrière. Écoute-moi très attentivement. Pendant qu'Émilie pleurait pour savoir si ses roses de mariage devaient être roses ou blanches, moi, je fermais les yeux de gamin de 20 ans.
à qui il manquait la moitié du corps. Pendant que tu étais obsédé par l'idée de trouver une robe en soie à col montant pour cacher mes cicatrices, moi, j'étais assise à une table pliante, à écrire des lettres à de jeunes veuves, dont les maris ne rentreraient jamais à la maison. La poitrine de Maria s'est soulevée. Le souffle râlait dans sa gorge. Elle a regardé à gauche, puis à droite, cherchant désespérément une issue. Ça suffit, a croassé David depuis l'obscurité. Il s'est avancé, levant une main tremblante, essayant de s'interposer entre moi et sa femme. Le complice ultime, il était prêt à protéger ses sentiments, tout comme il le faisait toujours, lorsqu'elle m'enfermait dans ma chambre quand j'étais enfant. J'ai tourné brusquement la tête vers lui, mes yeux verrouillés sur son visage. Je n'ai pas crié. J'ai baissé ma voix d'une octave, utilisant le poids absolument écrasant d'une personne qui a l'habitude qu'on lui obéisse. Silence. Cela l'a frappé comme un coup physique. David a fait un bond en arrière, sa main levée retombant sur le côté. Il a fermé la bouche, les yeux écarquillés par la peur, et s'est recroquevillé dans le coin sombre du patio. Il était fini. La toute dernière ligne de défense que Maria avait au monde, venait de se rendre. Avez-vous déjà dû, un jour, vous lever et faire taire les personnes qui facilitaient la tâche de votre agresseur? Laissez un « fait » dans les commentaires. Si vous savez exactement à quel point ce moment est libérateur, cliquez sur le bouton « j'aime » et abonnez-vous. Nous ne les laissons plus réécrire l'histoire. J'ai reporté mon attention sur Maria. Elle était complètement isolée, maintenant. Elle se tenait seule sur les briques froides, le vent ébouriffant ses cheveux parfaits. Elle n'avait plus de mensonges. Elle n'avait plus d'alliés. Et, pour la première fois de toute ma vie, elle était complètement dépourvue de pouvoir. Maria étouffait. Le vent froid de Virginie mordait sa peau, mais elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Ses mains manucurées, et onéreuses, serraient son sac à main si fort, que ses jointures étaient complètement blanches. Je me suis penché en avant, réduisant la distance entre nous. Je n'ai pas levé la main. Je ne l'ai pas touchée. J'ai simplement laissé le poids absolument glacial de la vérité, peser sur sa poitrine. Tu m'as traité de femme au sang-froid, ai-je dit doucement. Tu t'es moqué de mon travail, mais sais-tu quelle est la blague la plus amère? Maria, là-bas, dans la boue, des étrangers, qui ne partagent pas une seule goutte de mon sang, étaient prêts à prendre une balle pour moi. Maria a laissé échapper un souffle saccadé et tremblant. Ses yeux filaient dans tous les sens, refusant de se fixer sur les miens. Et ici, dans cette maison. J'ai laissé les mots flotter dans l'air glacial pendant une seconde. Ma propre mère me cache dans un coin, comme un chien malade, juste parce qu'elle est terrifiée par ce que les voisins pourraient dire au country club. Je protégeais la famille, a halté Maria. L'épaisse couche de fond de teint sur son visage était striée de sueur, s'incrustant profondément dans les rides amères du vieillissement, autour de sa bouche. Elle avait l'air vieille. Elle avait l'air pathétique. Tu te protèges toi-même, ai-je rétorqué, enfonçant le couteau profondément dans son ego. Tu te fiches de l'honneur de la famille. Tu regardes ma cicatrice, et tu te sens dégoûté. Mais ce n'est pas parce qu'elle est laide. C'est parce qu'elle te rappelle exactement ce que tu es. Une lâche. Maria a tressailli, comme si je l'avais réellement giflée. Mes cicatrices prouvent que je tiens bon, quand les choses tournent mal, ai-je dit, ma voix chutant dans un murmure bas et mécanique. Mais toi, tu es creuse, Maria. Tu es tellement vide et vaniteuse, que tu ne peux même pas regarder ta propre fille dans les yeux, parce que la vraie douleur ruine ta parfaite petite esthétique factice. Touché coulé. Le dernier morceau fragile de l'armure de Maria s'est fissuré, et a volé en 1 million d'éclats. La destruction absolue d'une narcissique. Ses genoux ont lâché. Les talons aiguilles ont dérapé sur le côté, contre le patio en briques. Elle s'est effondrée sur l'herbe humide et glacée, à côté de l'allée. Elle a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas les pleurs lourds et chagrinés d'une mère, qui avait pris conscience de ses erreurs. C'était un son affreux, brisé, étouffant. C'était le halètement déformé et hyperventilé d'une femme arrogante, à qui l'on venait d'arracher chaque once de pouvoir des mains. David est sorti précipitamment du coin sombre. Il s'est laissé tomber à genoux, dans l'herbe mouillée, à côté de sa femme. Il a attrapé son épaule, les mains tremblantes. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient écarquillés, complètement noyés dans une terreur pure, et sans filtre. Il m'a regardé comme si j'étais un monstre.
Je me tenais parfaitement droite. J'ai baissé les yeux vers les deux personnes qui m'avaient créé. Ils étaient blottis l'un contre l'autre dans la terre, frissonnant dans des vêtements de prix, complètement brisés par leurs propres mensonges. Je n'ai absolument rien ressenti. Aucune pitié, aucune colère persistante, aucun désir d'offrir un faux pardon creux, juste pour les faire se sentir mieux. Ils ne méritaient pas ma colère, et ils ne méritaient certainement pas ma paix. J'ai levé la main, et j'ai calmement ajusté le revers de mon lourd costume gris. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas dit au revoir. Je me suis éloigné. Mes bottes en cuir frappaient le patio en briques avec un rythme constant, lourd et inébranlable. Clac, clac, clac. J'ai marché droit vers les portes en verre lumineuses de la salle de bal. J'avais une dernière affaire à régler à l'intérieur. J'ai poussé les lourdes portes en verre, et je suis rentré dans la salle de bal. La forte musique jazz s'était arrêtée. La foule de riches étrangers s'était dispersée, se retirant dans le hall ou dans les bars. Seul un petit cercle restreint de personnes restait, près du centre de la pièce. Andrew Gordon, son fils, et ma sœur Emily. Je me suis arrêté à quelques mètres, croisant les bras sur ma poitrine. Les portes en verre, derrière moi, se sont rouvertes dans un sifflement. Maria est entrée en trébuchant. Elle ne ressemblait pas à la femme qui, 3 jours auparavant, avait exigé que je porte une robe en soie à col montant. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Son maquillage était ruiné. Ses épaules étaient affaissées vers l'avant, comme si elle portait un poids lourd. David marchait 2 pas derrière elle, gardant la tête baissée. Maria s'est arrêtée au bord du cercle. Elle a regardé Andrew Gordon. Puis elle a regardé Emily, qui la fixait avec de grands yeux terrifiés. Enfin, Maria m'a regardé. Elle a levé ses mains tremblantes vers son cou. Ses doigts ont tâtonné sur le fermoir du lourd et coûteux collier de perles qu'elle portait. Le symbole de son image de banlieusarde parfaite et sans défaut. Le fermoir a cliqué. Maria a retiré les perles de son cou. Elle a laissé tomber le lourd collier. Clac. Les perles ont heurté la surface lisse, en acajou, de la table la plus proche. Le son a résonné bruyamment dans la pièce vide. Je suis désolé, a murmuré Maria. Sa voix était complètement brute, dépouillée de toute la fausse chaleur sucrée qu'elle avait utilisée pendant 15 ans. Je suis désolé d'avoir rejeté ce qu'elle est. Je l'ai rejetée, parce que j'étais tout simplement trop lâche pour être une vraie mère. Je suis resté parfaitement immobile. Je l'ai entendu. J'ai enregistré la reddition, mais je n'ai pas hoché la tête. Je ne me suis pas avancé pour lui offrir une étreinte. Je n'ai pas dit « c'est d'accord », parce que ce n'était pas d'accord. Des excuses publiques n'effacent pas 15 années à m'avoir caché dans le noir. Soudain, Emily s'est détachée de la famille Gordon. Elle a traversé le sol en marbre en courant, sa robe blanche bruissant bruyamment. Elle s'est jetée sur moi, jetant ses bras autour de mon cou, enfouissant son visage dans mon épaule. Elle pleurait, de lourdes et honnêtes larmes. Mes bras sont restés croisés sur ma poitrine pendant une seconde. Mémoire musculaire, une défense naturelle contre le contact physique. Puis, lentement, j'ai décroisé les bras. J'ai levé les mains, et j'ai enroulé mes mains rugueuses dans son dos. Je les serrai fort. Je lui ai laissé ressentir la chaleur, dont Maria prétendait toujours que je manquais. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas une machine froide. J'étais juste quelqu'un, qui avait été forcé de geler de l'intérieur, pour survivre dans cette maison. Après un long moment, je me suis reculé. J'ai regardé Emily. Je lui ai adressé un petit sourire sincère. Puis, je me suis retourné et je suis sorti. J'ai poussé les portes d'entrée du country club, et j'ai marché vers le parking froid. Le gravier crissait lourdement sous mes bottes. J'ai ouvert le coffre de mon vieux pick-up cabossé. J'ai attrapé le lourd sac marin en toile sur mon épaule, et je l'ai jeté à l'intérieur. Il a atterri avec un bruit sourd et lourd. J'ai claqué le coffre. Je n'ai pas regardé en arrière, vers le bâtiment brillamment éclairé. Je n'ai pas regardé en arrière, vers la fausse maison rose de banlieue dans mon rétroviseur. Cette version de ma famille était complètement morte pour moi. Et, à sa place, une femme totalement libre respirait enfin du vrai air. Je suis monté à la place du conducteur, et j'ai tourné la clé. Le lourd moteur a rugi, un grondement profond et agressif qui a fait trembler le volant. J'ai passé la vitesse, et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le pick-up a jailli du parking,
ces phares taillant un chemin tranchant dans la sombre nuit de Virginie, se dirigeant tout droit vers les chantiers navals. Le sang ne fait pas de vous une famille. La loyauté, oui. La volonté de se tenir dans les flammes pour quelqu'un d'autre fait de vous une famille. Ne laissez jamais une personne toxique vous forcer à gratter votre propre dignité, simplement pour servir sa vanité creuse. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire ce soir. Restez forts, protégez votre paix, et je vous verrai tous dans la prochaine.